le management au défi de l'autodétermination, du pouvoir d'agir des professionnels à l'autodétermination des personnes accompagnées. Alors, ce qui nous intéresse de voir dans cette table ronde, c'est comment accompagner le changement des pratiques, comment lutter contre le « on a toujours fait comme ça », que voilà, on peut entendre auprès des professionnels, comment valoriser ce que la personne sait faire, puisqu'on est toujours, et c'est normal dans la façon de remplir nos dossiers pour obtenir des prestations sociales, eh bien, on remplit par la personne ne sait pas faire, et là, comment inverser les pratiques. Donc, le rôle du manager est essentiel pour aboutir à l'autodétermination et pour l'accompagner. Donc, nous avons déjà en visio Madame Berthezen, professeure titulaire de la chaire santé au CNAM de Paris. Je vais appeler Madame Anne Caloire, qui est cadre socio-éducatif dans un foyer de vie. Et puis également Madame David, Madame Horn, qui sont toutes les deux cadres socio-éducatifs au foyer et à l'EHPAD du Ternois, et Madame Roger, qui est notre ingénieure qualité que tout le monde connaît ici sur le secteur médico-social du centre hospitalier de Bapaume du Ternois et secteur médico-social d'Arras, et également les secteurs SMR et santé mentale des établissements partis, comme on dit pour un GHT. Également Monsieur Michael Abrassard, voilà, excusez-moi Michael, qui est donc résident du foyer de vie, et également Monsieur Pierrement Raphaël. Je ne sais pas si on a des chaises. Oui, ben voilà, pour les chaises. Voilà. Donc, le rôle du manager pour le développement d'une organisation qui favorise l'autodétermination des personnes est essentiel afin de tendre vers une culture commune de l'autodétermination. Manager l'autodétermination, comment y parvenir? Comment bousculer les pratiques, comme je l'ai dit. Et donc, Madame Berthezen, si vous voulez bien commencer, nous dire quelle réflexion ça vous inspire, comment accompagner l'autodétermination d'un point de vue managérial. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi pour discuter de l'autodétermination et plus largement du pouvoir d'agir des professionnels. Je vais passer en plein écran. J'espère que tout le monde va pouvoir voir ce qui s'affiche. Alors, lorsque nous avons préparé cette conférence, en particulier avec Gérard Abraham, il m'a posé une question que je vous livre ici en préambule, qui était liée à l'autodétermination, évidemment le cœur du sujet qui nous rassemble ici. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous répéter ce que c'est que l'autodétermination selon la HAS dans la définition diffusée cette année, mais simplement j'ai ici surligné quelques éléments clés qui ont permis la discussion autour de la question posée initiale. Donc, partons du principe que l'autodétermination, c'est un droit, c'est une capacité universelle, mais c'est quelque chose qui n'est pas inné et qui nécessite un apprentissage. Ça va être important pour la suite. Le pouvoir d'agir est une composante de cette autodétermination et ça se réfère à la perception qu'une personne a du contrôle qu'elle peut exercer sur sa vie. Vous voyez tout de suite le parallèle s'agissant des professionnels sur la vie au travail. Donc, il s'agit bien d'un enjeu de co-construction des connaissances, des projets à l'intérieur d'un établissement, de façon à pouvoir participer aux décisions en dépit de sa position de patient, de résident. Et lorsqu'on prolonge le propos en miroir à l'égard des professionnels, associer évidemment les professionnels à cette construction grâce à un pouvoir d'agir qu'on va leur donner également. Donc la participation des professionnels aux prises de décision et l'influence qu'ils ont vont bien sûr avoir une action forte sur leur propre travail et ça va jouer sur leur autonomie, sur leur capacité à prendre des décisions. Est-ce que l'on sait et ce qui rend cette question intéressante,
c'est que l'autonomie, justement, le fait de pouvoir agir, de pouvoir contrôler sa vie professionnelle, eh bien, ça engendre de multiples bénéfices sur la santé au travail. On sait que le manque d'autonomie est un facteur de risque extrêmement important pour la santé au travail, pour le manque de santé au travail. Alors, la question, elle était la suivante, elle était formulée à peu de choses près de cette manière. Comment un cadre, un manager, peut-il accompagner les changements organisationnels pour garantir le pouvoir d'agir des professionnels, mais évidemment dans le but de l'autodétermination des patients, des résidents, des usagers de manière générale. Donc, 3 hypothèses pour essayer de répondre à cette question. D'abord, sur le plan stratégique, eh bien, forcément, rien ne peut se faire sans le soutien de la direction. On a besoin d'un engagement extrêmement fort. En tout cas, c'est l'hypothèse ici qui est posée. Un axe stratégique du projet d'établissement qui se concentre sur ce pouvoir d'agir et donc sur l'autodétermination pour 2 raisons. D'abord parce que la loi nous y invite. La démocratie en santé fait son chemin dans les textes et on voit bien tous les enjeux qu'il y a sur les textes à venir avec différents rapports qui ont été publiés dans les années qui précèdent. Mais aussi, on a besoin de fortes convictions éthiques et que ces convictions éthiques soient partagées parce qu'il faut orienter les comportements au travail pour aller vers cette autodétermination. Donc là, on a plutôt une hypothèse qui se base sur l'alignement de la mission, des visions, de la vision, des valeurs et de la stratégie. Sur le plan épistémologique, eh bien, ça entraîne, et c'est là où ça va vraiment commencer à devenir intéressant, un changement dans la manière de construire les connaissances, dans le cadre de projets innovants, de recherche de solutions aux problèmes, sur le quotidien, et plus généralement, ça va changer la manière de travailler. Donc, on va vers une posture davantage constructiviste. Je vais revenir là-dessus parce que il est vrai que dans la vie professionnelle, pas seulement en santé, c'est des sujets qu'on aborde peu, alors même que c'est au cœur de l'ensemble de nos pratiques. Alors évidemment, sur le plan organisationnel, beaucoup de choses pourraient bouger parce qu'on pourrait émettre l'hypothèse que ce cheminement stratégique, épistémologique donnera au cadre, au manager, la possibilité d'être les garants de l'évolution de l'organisation plus décentralisée et flexible pour intégrer les résidents, les patients, les professionnels aux prises de décision, y compris, on pourrait même dire a fortiori, en période de crise. Et là, on pourrait parler du modèle de la bureaucratie flexible que l'on a testé sans vraiment s'en douter pendant la crise sanitaire. Donc, ce sont 3 hypothèses, 3 propositions parce qu'elles sont ancrées sur le terrain. Donc, la première, agir sur le plan stratégique, développer la démocratie en santé, en faire un axe du projet d'établissement parce que la loi nous y invite, mais parce qu'il faut aussi aller au-delà pour orienter des pratiques nouvelles et donc il faut des convictions éthiques extrêmement fortes et partagées. L'alignement mission, vision, valeur, les missions de l'hôpital public de manière générale, je ne vais pas vous les rappeler, je les ai ici copier-coller du site du ministère. On pourrait faire la même chose pour les EHPAD, etc. En tout cas, la mission haute du service public, elle est la suivante. On n'y revient pas. La vision des dirigeants, en revanche, là, c'est un petit peu différent. S'agissant de la démocratie en santé et du pouvoir d'agir en particulier des résidents, des patients et des professionnels, il s'agit pour les cadres et les dirigeants que vous êtes d'imaginer un futur qui soit attirant pour l'établissement. Il faut interpréter les signaux de sorte à proposer un avenir pour le secteur de la santé, y trouver la place de votre propre établissement, toujours en ayant une vision extrêmement ambitieuse, mais aussi attirante. Elle est donc la finalité, l'ambition, le projet que vous allez vous donner pour guider votre stratégie. J'ai pris ici l'exemple de la Mayo Clinique. Là, sa vision, c'est de transformer la médecine. Vous voyez cette espèce de futur attirant, transformer la médecine pour relier. Pour guérir en tant qu'autorité mondiale dans la prise en charge des maladies graves ou complexes. Voilà, c'est leur vision. Donc à très long terme, on est dans un futur quand même lointain. Et puis ensuite, on a les valeurs, les principes moraux
que l'on se fixe, qui vont influencer les comportements des cadres, bien sûr des dirigeants et de leurs équipes, mais aussi qui vont façonner dans l'esprit des patients, des résidents et de leurs proches la vision que l'on a de l'établissement, a fortiori quand ça se traduit dans les pratiques, et ça va bien sûr forger la culture de l'établissement. Au regard de l'exemple présenté précédemment, la Mayo Clinique nous dit qu'elle a une valeur institutionnelle qui est primordiale, celle de répondre aux besoins des patients. C'est la ligne directrice, c'est celle qui prime. Des valeurs fondamentales, respect, intégrité, compassion, guérison, travail en équipe, innovation, excellence, sens des responsabilités. On voit que c'est directement connecté à la vision et une culture fondée sur les valeurs avec des principes qui constituent le socle et qui doivent être ancrés dans les pratiques de chacun pour que les familles puissent s'y retrouver et voir vraiment sur le terrain ces valeurs vivre au quotidien. Alors, cet alignement de mission, de vision et de valeurs, c'est le gage de la place de l'autodétermination dans le projet d'établissement. Donc, c'est là où on en vient davantage à la posture éthique des dirigeants. Les dirigeants qui sont soucieux d'éthique sont donc amenés à réfléchir avec les équipes à des normes déontologiques qui vont sans aucun doute dépasser le cadre de la loi pour promouvoir une culture de la démocratie en santé et donc renforcer l'autodétermination des patients. On pourrait très bien avoir exactement la même chose, vous voyez, s'agissant de l'e-santé, du numérique en santé. L'influence du leadership en la matière, bien sûr, va influencer les pratiques professionnelles et les comportements des patients, des résidents et de leurs proches. Deuxième hypothèse, qui découle de la première, bien une stratégie axée sur l'autodétermination entraîne nécessairement, on va voir pourquoi, une posture épistémique différente, davantage axée sur le constructivisme, de manière à travailler ensemble, résidents, proches, patients lorsqu'on est à l'hôpital, avec les professionnels pour construire des solutions, des projets, etc. Je vous donne ici quelques résultats de recherche qu'on a publié avec ma collègue Fatima Yatim Doma l'année dernière dans la revue des sciences de gestion, qui montrent bien, grâce à l'étude de différents projets de démocratie en santé et de recherche de davantage d'autodétermination de patients et de résidents, on s'est bien rendu compte à ce moment-là, en regardant le contenu de tous les projets, que les projets de démocratie en santé portés par les équipes étaient vraiment au croisement de deux positionnements dits épistémologiques. Dans l'épistémologie, pour le dire rapidement, c'est la philosophie de la construction des connaissances. Et on se rend bien compte que ce qu'on appelle le constructivisme pragmatique du fait de sa nature et le positivisme du fait de ses fondements historiques dans le champ de la santé. Je peux vous expliquer brièvement comment. On a une appétence, et vous le retrouvez d'ailleurs ici dans la diapositive suivante que je vais vous commenter plus avant, une appétence pour le positivisme qui est, c'est pas du tout péjoratif, ce que je suis en train de dire, au contraire, mais on a en particulier dans les sciences médicales, véhiculé par toute la pensée d'Auguste Comte, l'idée que il faut rechercher les lois de la nature et qu'à partir des lois de la nature, eh bien, nous saurons et nous pourrons travailler, si vous voulez. Sauf que ce dont on se rend compte avec la démocratie en santé et la recherche de l'autodétermination, c'est que certes, il y a des lois de la nature, on ne peut pas les contester, sauf qu'il y a aussi la réalité vécue par les patients. Et que ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc il faut arriver à articuler les deux, constructivisme et positivisme, ce qui n'est pas forcément, ce qui ne coule pas de source chez nous. Et ça ne coule pas de source parce que, qu'on le veuille ou non, on est quand même extrêmement imprégné, là comme je l'ai montré ici, par une culture cartésienne. Si vous voulez, Descartes, sans qu'on s'en rende compte, Descartes quand même a façonné notre manière de penser, ce qui là non plus n'est pas du tout péjoratif, mais Descartes nous a appris la pensée disjonctive. C'est-à-dire
on sépare les choses, on découpe les phénomènes, pour le dire rapidement, et avec ce découpage, on va pouvoir observer à la loupe chacun des bouts du phénomène. Chaque loupe étant une forme d'expertise mobilisée sur un des bouts du phénomène. Donc, on a beaucoup d'experts qui vont étudier la maladie de différentes manières, mais on a rarement une vision d'ensemble, hein, et on a toujours qu'un petit bout des phénomènes. Donc, on se rend bien compte qu'en n'ayant que des petits bouts du phénomène, eh ben, on tronque la vision des résidents, des patients, ou même celle des professionnels. Hein. On a quand même des conditions épistémologiques qui sont assez peu favorables à la démocratie en santé et a fortiori à l'autodétermination. Vous rajoutez à cela le fait que nos organisations, c'est vrai en santé, mais c'est sans doute vrai dans d'autres domaines de l'activité économique, qu'on soit dans le sanitaire ou dans le médico-social, sont vraiment imprégnés des principes de la bureaucratie weberienne qui vont très très bien, qui s'articulent très très bien avec une pensée cartésienne. Weber nous a appris à structurer une organisation en fonction de métiers bien séparés, en fonction de compétences et une hiérarchie extrêmement cloisonnée, et puis surtout une autorité légale. On exerce un pouvoir parce qu'on a des règles qui nous permettent d'exercer ce pouvoir. Donc vous voyez que là, la place du patient, du résident et de ses proches en matière d'autodétermination, et reconstruire avec les équipes une nouvelle connaissance, une nouvelle manière de travailler, ça ne tombe pas sous le sens, vu que ça fait des décennies que nous travaillons avec des principes weberiens et qui imprègnent l'ensemble de nos institutions, hein, pour le dire rapidement. Vous voyez, si je vous montre cette origami, qu'est-ce que vous y voyez? Je ne vous entends pas, mais admettons, peut-être que certains d'entre vous diraient du papier plié, d'autres diraient une tache grise, d'autres un oiseau, etc., etc. Qui a raison? Qui a tort? Eh bien, vous voyez, on est exactement dans la même position. Là, il s'agirait de se dire que on s'écoute, tout le monde a raison parce que tout le monde a une part de la vérité. On ne peut pas parler de ce papier plié en n'ayant qu'un seul point de vue. C'est en combinant l'ensemble des points de vue qu'on va arriver à une description qui conviendra à tous. Donc, pour se faire confiance, eh bien, il faut accepter que chacun peut porter un regard différent sur la même chose et avoir raison. Mais cela, c'est complètement incompatible avec une organisation weberienne qui repose sur une autorité légale. Parce que, au final, celui qui décide, c'est quand même le dirigeant, parce que la responsabilité repose entièrement sur lui. Pour le faire rapidement, mais vous comprenez quand même le raisonnement qu'il y a derrière. Donc, garder le meilleur de la bureaucratie tout en favorisant la co-construction, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut aller vers une bureaucratie qui soit davantage flexible. Pourquoi? Les patients, les résidents ne sont pas des dossiers de soins. On ne peut pas les réduire à cela. Un résident en EHPAD a été instituteur à l'école, a été directeur de banque, a été mère de famille. On ne peut pas balayer l'épaisseur d'un individu et le réduire à ce qu'il est à l'intérieur d'un établissement, au regard du petit bout de phénomène que l'on va étudier, avec lequel on va travailler compte tenu des missions que l'on a, avec le poste que l'on occupe. Mais c'est exactement la même chose s'agissant des professionnels. Le professionnel ne se réduit pas à sa fiche de poste. Hein, le professionnel, c'est exactement la même chose. Il a énormément de compétences, d'expériences que l'on a à cœur de regarder, d'étudier au moment de son recrutement. Mais bien souvent, tout cela est oublié dans la vie d'un service, dans la vie d'un roulement et d'un établissement, parce qu'on est accaparé par le quotidien et on oublie toute l'épaisseur, toute la richesse des personnes avec qui on travaille. Donc, on a vraiment intérêt à aller dans cette co-construction, mais vous voyez que cela suppose de revoir complètement les règles de façon à façonner différemment la manière de travailler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bureaucratie flexible? Parce qu'évidemment,
je vais pas vous dire, vous pensez bien que je peux pas vous dire qu'il faut balayer l'organisation publique, que cela n'a pas de sens. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Et l'idée, ce serait davantage de s'appuyer sur les forces de la bureaucratie, tout en essayant de s'en extraire à chaque fois que la situation l'impose. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec des collègues, on a étudié comment les prises de décision ont été formulées durant la crise sanitaire et plus particulièrement en 2020. Vous savez, entre le moment où le virus est apparu et avant que l'on ait le vaccin. On a fait ça au sein des 4 CHU de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on s'est rendu compte que les établissements avaient vraiment procédé de la sorte. Une énorme décentralisation du pouvoir, une migration de l'autorité vers ceux qui ont l'expertise parce qu'ils sont au plus près du terrain et un bricolage, bricolage au sens noble du terme. Le bricoleur connaît extrêmement bien ses outils et son environnement de travail. C'est pour ça qu'il peut trouver les bonnes solutions au bon moment. Contrairement dans ces situations où à l'ingénieur qui a le plan tracé et qui ne peut pas sortir du plan et de la règle qui lui est imposée. Et en faisant cela, on s'est rendu compte que les bonnes décisions avaient été prises à peu près au bon moment, compte tenu des circonstances. Pour le dire là aussi très vite. Mais attention, ce dont on s'est rendu compte aussi dans les travaux, c'est que sur le plan de l'expérience patient, et de la satisfaction de manière générale, les établissements avaient des résultats extrêmement positifs avec leurs enquêtes. Sauf que dès qu'on allait creuser avec du verbatim, il en était vraiment autrement. Les personnes étaient vraiment très très isolées, elles sentaient un manque de soutien. Vous vous souvenez, les personnes avaient des soins qui étaient déprogrammés, des examens déprogrammés. Ceux qui étaient hospitalisés ne pouvaient pas recevoir de visite. Et à ce moment-là, les représentants des usagers n'ont pas eu leur place dans les prises de décision dont je vous parlais juste avant. Donc ça s'est bien passé, mais il n'empêche que, à certains égards, ça aurait pu être davantage concerté avec des résultats bien plus positifs du point de vue de l'expérience patient et de la satisfaction des patients. Alors ça, c'est un enseignement extrêmement fort. Il faut vraiment nuancer les résultats des enquêtes en recueillant la parole des individus. Alors des patients, mais aussi de leurs proches, bien sûr. Envisager l'hôpital comme une bureaucratie flexible. Qu'est-ce que c'est qu'une bureaucratie flexible ? C'est bien plus qu'un oxymore. C'est vraiment un modèle qui a été observé, testé aux États-Unis depuis déjà quelques années, en particulier, en premier, au sein de casernes de pompiers. Vous voyez, les auteurs se sont concentrés sur des organisations qui avaient quand même la réputation d'avoir une chaîne de commandement assez rigide. Donc ça va bien pour nous qui parlons de bureaucratie weberienne. Mais leurs observations montraient qu'elles arrivaient à acquérir, lorsque la situation l'exigeait, une énorme flexibilité. Parce que c'est déstabilisant, c'est imprévisible, on peut plus agir avec les règles. Elles n'ont pas de prise sur la situation, elles ne peuvent pas s'appliquer, et là, une énorme flexibilité se met en place pour travailler différemment. Et on est davantage dans une forme de co-construction. Donc, on pourrait tout à fait contextualiser le modèle aux hôpitaux et, par extension, aux établissements médico-sociaux. On a eu la preuve, grandeur nature, que ça a marché au moins pendant 2 mois dans des établissements qui étaient dans des situations absolument inédites. Donc, le test a été fait, on sait que ça a fonctionné. Le premier facteur de cette flexibilité, et c'est là où il y a vraiment à faire un pas de côté, c'est le mécanisme de structuration qui organise justement cette migration de l'autorité vers ceux qui ont l'expertise. Quand bien même ce seraient les agents hôteliers, ce seraient les brancardiers, tout dépend du type d'établissement dont on parle. Peu importe, à partir du moment où ils ont l'expertise, parce que ce sont eux qui sont placés au plus près du terrain, ce sont eux qui observent le phénomène, c'est à eux que la décision doit importer. C'est à leur regard que l'on doit se fier,
parce qu'ils ont l'expertise nécessaire. Et vous voyez le parallèle que l'on fait tout de suite avec le pouvoir d'agir que l'on pourrait donner à la fois aux professionnels, mais bien sûr aux patients et aux résidents dans le cadre de l'articulation des savoirs expérientiels et des savoirs professionnels. Le deuxième facteur, c'est le soutien au bricolage. Mais bien sûr, si on se met à travailler ensemble à de nouveaux projets, à régler des situations auxquelles on ne s'était jamais attaqué, à imaginer l'avenir différemment en intégrant les résidents et leurs familles dans la prise de décision, eh bien, on va être confronté à des situations auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé. On n'a pas de procédure, on n'a pas de protocole. Eh bien, il faut bricoler. Il faut bricoler. Il faut laisser aux experts, aux professionnels, aux patients, aux résidents, à leurs proches, le soin de tester, de se tromper, de recommencer, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule, le bon projet qui convienne à la situation du moment. Le troisième et dernier facteur, eh bien, c'est le management. Vous voyez, là, c'est le travail aussi des cadres et des dirigeants. Énorme travail qui consiste à communiquer largement, de manière extrêmement soutenue. Il y a une grosse part une grosse dimension cognitive dans ce troisième facteur, parce qu'il faut vraiment partager cette vision. Il faut s'efforcer de la faire comprendre, intégrer les retours d'expérience. Ça a marché, ça a pas marché. On a tenté ceci, le CDS marchait pas, on a voulu faire cela, on s'est trompé, on recommence. Il faut avoir la culture de l'erreur et sans arrêt se demander qu'est-ce qui est nouveau, qui a fonctionné, que j'intègre aux nouvelles pratiques et qui en les articulant à ce qui existait déjà crée une nouvelle forme de connaissance, une nouvelle pratique. C'est un travail d'apprentissage organisationnel et d'appropriation qui est extrêmement long en fait. Donc, des propositions à tester pour une plus grande démocratie à santé, ça c'est certain. Je vais départager mon écran puisqu'il s'agit de la conclusion. Alors, hop. Mais on voit bien avec tous ces éléments que si on refait le parallèle avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, dès que le 11 mai est passé, 11 mai 2020, le retour à la normale est apparu. Chacun a repris sa fonction selon l'organigramme plutôt classique. L'expertise reconnue à un moment donné avec cette migration de l'autorité n'a plus trouvé sa place. C'est normal, hein, c'est la règle qui l'impose. Et dans la foulée, on a observé une énorme pente du sens au travail. C'est-à-dire qu'en même temps que la migration de l'autorité et la reconnaissance qui va de pair avec la confiance s'est exprimée, le sens au travail a connu une courbe ascendante énorme. Et ensuite, on a retrouvé cette perte de sens exprimée dans les entretiens. Moralité, autonomie, donc décentralisation, qui vont de pair avec la confiance et la responsabilisation, permettent un plus grand pouvoir d'agir, mais vont aussi avoir des conséquences sur un phénomène qui nous importe en santé, hein, c'est l'attractivité des filières et la fidélisation des professionnels, évidemment. Mais vous voyez que le chemin est long pour arriver jusque-là. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Madame Berthezen, pour cet exposé théorique très convaincant. Enfin, bon, vous n'avez pas vu la salle, je pense, mais voilà, ça fait écho à tout le monde, puisque c'est vrai que la crise Covid, elle n'est pas si loin que ça, et on se souvient tous du bricolage dont vous avez parlé, mais qui était néanmoins très producteur, très constructif. Effectivement, on l'a tous vécu, très motivant aussi, hein, et il y avait eu un très grand enthousiasme, effectivement. Eh bien, maintenant, je vais passer la parole à Madame Cailloire,
qui est donc cadre socio-éducatif dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Donc Anne, je te laisse la parole. Donc Anne qui a travaillé avec Sandrina, qu'on a vu juste avant aussi, qui a une très grande expertise de l'autodétermination, puisque tu as été aussi formée par Martha Cahouette à l'autodétermination. Et donc tu peux nous indiquer comment tu manages le personnel pour qu'il y ait une certaine autonomie, on va dire un certain empowerment des professionnels pour atteindre le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Bonjour, donc je vais déjà me présenter pour situer un petit peu. Donc je suis Anne Calvar, je suis de formation éducatrice spécialisée. Je suis arrivée au foyer de vie Symphonia de Beauvais, qui fait partie des établissements publics départementaux pour soutenir, accompagner et éduquer, qui dépend de la fonction publique hospitalière. Donc voilà, j'ai commencé comme pendant 15 ans en tant qu'éducatrice spécialisée d'un pavillon qui accueillait 17 résidents, 17 personnes en situation de handicap adultes. Et puis j'ai eu, le train est passé devant moi et je suis montée dedans et donc je suis aujourd'hui au sein de l'équipe de direction de ce même établissement, donc toujours depuis 2013. Voilà, maintenant. Oui, pour rebondir sur toi, Nathalie, les équipes, on est obligé d'avoir en tête que les résidents ne pourront que s'autodéterminer que s'ils sont accompagnés par des équipes et des professionnels eux-mêmes autodéterminés. Et donc là, tout l'enjeu de l'équipe de direction dont je fais partie, nous sommes 4 au total, c'est justement d'encourager, de favoriser les initiatives, quelles qu'elles soient. C'est beaucoup plus facile de freiner quelqu'un qui a envie de mettre en place un projet éducatif pour les résidents et de dire attends, ce que tu envisages là, ça va coûter cher, on va le faire quand, voilà. C'est beaucoup plus facile de faire ça, de freiner, plutôt que de tirer des gens qui ont choisi de faire ce métier d'accompagnant, faut pas l'oublier, et que du coup leur mission première c'est de faire en sorte que les résidents puissent exister par eux-mêmes, être en capacité de décider, de choisir, mais ça va de choisir ce qu'ils veulent sur leur tartine le matin, jusqu'au choix de leur lieu de vie. Si je peux prendre un exemple concernant justement le choix du lieu de vie qui a été récemment au niveau de l'établissement un sujet un petit peu épineux, parce que pendant 2 ans on a vécu au niveau du foyer, on a vécu des gros travaux de réhabilitation qui ont nécessité que des résidents, donc au nombre de 13, que des résidents partent du foyer, et donc on a sollicité des collègues et on a des résidents qui sont partis vivre dans d'autres foyers. On a mobilisé les équipes d'aller très régulièrement rendre visite aux expatriés, comme on les appelait, pour voir s'ils se sentaient bien, s'ils allaient bien, s'ils souhaitaient revenir, etc. Et puis en fait, pendant 2 ans, on a un monsieur qui a soutenu le fait de vouloir rester dans son établissement et ne plus revenir chez nous, là où il vivait depuis déjà plusieurs années, plus de 10 ans. Donc ça, c'était un petit peu particulier parce que on avait quelqu'un qui était complètement dans l'autodétermination et le rôle des équipes à ce moment-là, et avec le soutien de nous, de la direction, c'était vraiment d'aller soutirer un petit peu le choix, vraiment d'éclairer le plus possible le choix du résident, de ne plus vouloir revenir là, alors que son papa habite à 10 minutes de là, du foyer là aujourd'hui, et donc il a fait le choix de vivre dans le sud des Hauts-de-France, donc dans l'Avesnois, et donc s'est mis un petit peu à dos quelque part sa propre famille, parce que il y avait de la distance, c'était 2 heures de route, etc. Donc on a soutenu ce choix, et puis à la question des équipes qui ont été très régulièrement auprès de ce résident, qui lui demandaient mais
Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu souhaites rester vivre là-bas dans le sud de l'Avesnois? Et ben lui nous a répondu, bah moi je peux faire des siestes et on mange bien. Alors il y a des gens dont, en l'occurrence, la famille, qui nous disaient, mais vous vous rendez compte, enfin voilà, on peut pas faire un choix là-dessus. Mais j'ai dit, mais posez-moi la question, pourquoi moi, par exemple, je souhaiterais aller vivre dans le sud de l'Avesnois? Je vais vous répondre, parce qu'il neige l'hiver et il y a du bon fromage. C'est ma réponse, c'est sa réponse, et on accompagne les résidents à faire ces choix-là. Enfin, quand on dit le choix éclairé, bah oui, mais comment on éclaire ces choix-là pour des résidents qui n'ont pas toutes les capacités peut-être à envisager ce qui est bon pour eux, ou voilà, en tout cas c'est quand même eux qui savent le mieux ce qui est bon pour eux. Et nous, on doit l'entendre ça. Donc on accompagne nos équipes à essayer de connaître ça, les préférences des résidents. C'est un monde qui va être de plus en plus développé. Et puis, à côté de ces préférences, nous, on accompagne aussi les professionnels pour qu'ils puissent aussi valoriser au maximum les capacités de regarder. Je reprends la personne qui a parlé juste avant moi, qui reprend les capacités des résidents que nous accompagnons, de regarder le positif. On a tellement été, enfin moi j'ai été formée un petit peu à l'ancienne, hein, et donc dans les synthèses de l'époque, aujourd'hui on n'emploie plus ce terme-là, fort heureusement, on parle de projet personnalisé, c'est un petit peu plus personnalisé, mais dans les synthèses de l'époque, on avait fait le choix. On avait pressenti des résidents qui étaient le moins démunis physiquement pour aller vivre dans un gîte le temps des travaux. Et en fait, dans ces travaux, on a construit au sein du foyer ce qu'on appelle un appartement apprenant. Ça n'est pas un habitat inclusif. C'est un appartement apprenant qui fait partie intégrante du foyer. Et on a proposé à 2 résidents d'y vivre. Alors, ils sont rattachés au foyer, mais voilà, enfin, ça paraît peut-être simple de le dire, mais en tout cas, ça n'est pas donné à tout le monde de savoir se lever, se réveiller sans réveil, sans éducateur pour dire il est l'heure, on va passer à table, ça va être l'heure de la toilette. Ça n'est pas simple de se lever et d'aller faire sa toilette ou de préparer le café et utiliser une Senseo, ça n'est pas simple. Quand on décompose toutes ces séquences d'une journée, et pour des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, c'est un combat du matin au lendemain matin, la nuit compris. Donc voilà, en fait, nous, les équipes aujourd'hui accompagnent aussi ces résidents-là qui ont ces capacités à vivre en appartement apprenant, et ces résidents aussi qui ont besoin de cette vie en collectivité pour pouvoir aussi s'épanouir et vivre leur vie du mieux qu'il soit. Et pour ça, du coup, on laisse aussi aux équipes beaucoup d'autonomie. Alors, j'avais préparé un écrit, pour l'instant, je n'ai même pas lu. Voilà, parce que j'avais envie d'expliquer cet exemple-là d'autodétermination. Mais voilà, donc nous on laisse, par exemple, au niveau du foyer Symphonia, on laisse aux équipes la possibilité de proposer leurs horaires. Ils connaissent les règles de la gestion du temps de travail. Ça permet de concilier aussi leur vie professionnelle et personnelle, et trouver un équilibre, etc. Il y a des changements très réguliers d'horaires entre eux, entre les professionnels. Généralement, quand ça nous parvient au niveau de l'équipe de direction, c'est que ça a déjà été réfléchi et nous, on valide. Pareil, ce sont des professionnels qui sont tout à fait en capacité d'organiser un projet de A à Z. Et par exemple, lors des entretiens individuels où on a des professionnels qu'il faut un petit peu plus soutenir, qui a un petit peu plus peut-être de réserve, voilà, on encourage, et là il y a du risque à prendre, il y a la possibilité du droit à l'erreur aussi, c'est un fait, mais dès que c'est annoncé,
ça soulage un peu. Et en l'occurrence, pareil, on a une personne qui a plein d'idées, dont par exemple mettre en place un concours de pâtisserie de bovins, du meilleur pâtissier de bovins. Et c'était une belle idée. Elle nous en parlait. D'abord, on était en train de baver rien qu'à l'idée. Et puis à un moment donné, maintenant, faut agir, quoi. Et donc, là, aujourd'hui, ça y est, les dates sont posées, le choix des résidences sont posés, les prix sont déjà posés aussi, ce qu'ils vont avoir comme cadeau, etc. Et en fait, tout est rédigé, hein, à l'ère de la formalisation, il n'y a pas le choix. Et en tout cas, donc, tout est déjà organisé, et je suis sûre que le 8 décembre, date retenue pour ce concours, elle aura réussi à mobiliser ses collègues, les résidents, et puis nous, on fera partie du jury pour goûter, bien évidemment. Voilà, c'est pour vous dire que, et on ne sait pas ce qui va se passer le 8 décembre. Là, aujourd'hui, elle a toute la latitude pour tout organiser, d'être dans de la communication, de fédérer les gens, et puis on verra bien ce qui se passe le 8 décembre. Quoi qu'il en soit, ça fera plaisir aux résidents parce qu'il y aura du move, il y aura de l'animation, il y aura des odeurs, il y aura de la participation, bien évidemment, et ce sera une réussite déjà à la base. Voilà, j'aurais encore plein de choses à dire, mais je vois Nathalie qui me regarde d'un œil qui brise. Non, mais voilà, on entend bien tout l'intérêt, toute la passion qui guide l'action, hein, d'accompagnement des professionnels et des personnes accompagnées. Mais c'est vrai qu'il y a encore des personnes à parler. Voilà. Alors maintenant, je vais inviter Madame Karine Horn, qui est plus sur le secteur personnes âgées et qui a aussi la particularité d'animer le groupe Bientraitance pour l'ensemble du centre hospitalier du Terrat. Alors pour vous, comment accompagner les professionnels vers cette confiance, vers la remise en question de soi pour un meilleur accompagnement vers l'autodétermination des personnes? Je vous laisse la parole. C'est gentil, merci. Donc, je me présente aussi, mais très brièvement. Madame Anne-Karine, je suis faisant de fonction de cadre de santé sur le site d'Auxy-le-Château, EHPAD Les Varennes, l'EHPAD d'Étincelle et l'EHPAD Allard de Fourment à Frévent. J'ai en effet la chance d'accompagner et d'animer le groupe de réflexion Bientraitance droit des usagers. Et d'ailleurs, je profite que M. Abraham est là et on attend vivement de pouvoir le convier à une de nos réunions. Je vais essayer de me mettre en relation avec lui parce que ce serait un vrai plaisir. J'anime aussi le groupe de réflexion sur les commissions de restauration, donc là aussi c'est un autre groupe, et conjointement avec Madame Collin qui est présente ici, qui est cadre de santé, la commission éthique de notre institution. Donc à savoir que donc, dans le cadre de nos réunions, on est sur un mode participatif, c'est-à-dire que forcément nous avons des référents institutionnels agents, nous avons des référents accompagnés qui viennent sur des réunions, nous avons des représentants des usagers, des représentants des familles. Donc c'est vraiment là, en fait, c'est le cœur de l'autodétermination soignante et aussi des accompagnés, c'est de travailler ensemble et de faire ensemble et d'être sur ce retour d'expérience et d'échange. C'est comme ça finalement qu'on avance ensemble et voilà, c'est des preuves d'intelligence collective, on avance plus vite et ça met surtout... on se retrouve devant nos situations quotidiennes de soins et c'est aussi comme ça que les agents se rendent compte que peut-être à un moment donné, là, il faut changer des choses, il faut faire autrement. Et pour les faire autrement, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute et puis il faut que chacun d'entre nous puisse exprimer ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Donc c'est vraiment cet échange-là. Bien sûr, on reste toujours axé sur les recommandations HAS en plan de fond tout le temps, mais on avance ensemble. Et un exemple très simple sur un outil qui a été mis qui est en cours de construction sur le CHT. Donc, c'est une signalétique concernant le respect de la dignité sur nos structures. On avait une problématique lors des évaluations, on s'est rendu compte d'une problématique, c'est comment signifier à l'autre que maintenant, j'ai envie de rester dans mon appartement chez moi et que personne ne vienne me déranger. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme outil? Et en fait, cet outil est en cours de construction, mais avec les résidents, avec les accompagnés, avec le pôle handicap. Et donc, ils ont créé, c'est un petite signalétique comme aux hôtels, où en fait, côté vert, c'est OK, vous pouvez rentrer, vous frapper et vous pouvez rentrer. Côté rouge, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on m'embête, vous me laissez le temps. Et donc, ça, c'est ce genre de choses qu'on a mis en place.
Après, au quotidien et dans notre management, surtout, il faut libérer la parole. Il faut des temps d'échange, des groupes d'analyse de pratique, pouvoir savoir écouter l'autre et puis surtout savoir échanger et puis donner les bonnes pistes aussi d'amélioration. Parce qu'on ne peut pas toujours freiner aussi l'élan des professionnels. Il faut aussi leur donner la chance de faire leur projet. Au quotidien, je sais pas, peut-être t'as d'autres idées. Non, mais alors, Nathalie David va prendre le relais. On va faire ensemble. Allez-y. Donc moi, je suis Anne David, je suis faisant fonction cadre de santé sur le pôle handicap du CH du Ternois de Frévent. J'encadre une équipe d'éducateurs, d'AMP, d'aides-soignantes. Et donc, c'est vrai que le plus important dans notre travail, c'est l'écoute et savoir écouter les professionnels, mais écouter aussi les personnes accompagnées. On met en place des réunions de façon hebdomadaire sur certains sites avec les professionnels, les résidents. Ils peuvent participer aussi à toutes nos commissions, donc la commission de restauration, comité bientraitance, comité éthique. On fait partie également du comité d'animation où les personnes accompagnées sont forcément les bienvenues. On relate un petit peu trimestriellement tout ce qui se fait comme activité sur le Ternois et on laisse la parole aux personnes accompagnées à savoir s'ils sont encore intéressés ou s'ils préféreraient faire d'autres choses. Donc je pense que vraiment notre fonctionnement c'est l'écoute. L'écoute et puis d'être dans un mode participatif, c'est vraiment ça aussi, je pense, pour redonner du sens aux pratiques. Moi j'ai une toute petite expérience gériatrique, ça fait 30 ans que je fais de la gériatrie, donc je commence à être soignante, infirmière, et on voit que on a besoin de ce sens, de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et si on apporte ça et qu'on réfléchit sur ça avec les agents, ben ça marche plutôt bien et c'est gagnant-gagnant parce que finalement, on arrive à avancer petit pas par petit pas. En effet, parfois on va faire 3 pas en avant et 4 en arrière. Et comme on dit, ben, on va se redéplacer et puis on va recommencer différemment. Mais c'est vraiment d'être toujours dans cet accompagnement bienveillant aussi, d'être en capacité, oui, de proposer des formations parce que ça, c'est aussi le nerf de l'amélioration, c'est d'être formé et de comprendre les choses. Donc ça aussi, notamment, on peut le faire dans nos points cadres, on va faire des sensibilisations et puis dans le cadre de la formation professionnelle, on va faire aussi. Recueillir aussi, et là, ça c'est Madame Roger qui est plus, c'est son domaine, c'est de faire des questionnaires, notamment sur la qualité et la sécurité, et de ressortir aussi toi. Odile Roger qui prend la suite. Donc effectivement, hein, le point sur la formation et les entretiens d'évaluation, vous avez dit ici. Ok, donc du coup, vous avez beaucoup parlé de la sensibilisation orale, votre travail de communication en tant que manager. Peut-être avant de commencer, je vais présenter mon métier pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense que la qualité, c'est pas toujours connu. On me demande parfois, c'est quoi ce que tu fais? La qualité, c'est améliorer le fonctionnement de l'établissement, essayer d'améliorer l'organisation. C'est réduire les risques pour le résident, faire en sorte que le résident il soit pris en charge de façon sécurisée. C'est améliorer la prise en charge du résident. Alors, je fais ça depuis 13 ans maintenant, dans les structures sanitaires et dans les structures médico-sociales, et je peux dire que mon travail a changé en 13 ans. Autrefois, je travaillais surtout avec les professionnels, avec la gouvernance même plutôt, de plus en plus avec les professionnels et de plus en plus avec les résidents. On les inclut à nos réflexions, en fait. Mon travail, ça va être de faire des groupes de travail. On avait parlé déjà, vous incluez les résidents à vos groupes de travail et on travaille de plus en plus avec eux. Enfin, voilà, oralement dans la communication, mais aussi avec les supports écrits qu'on a vu se déployer. Tu parlais des questionnaires de satisfaction. Quand j'ai commencé ma carrière, c'est les balbutiements des questionnaires de satisfaction et des questionnaires sur l'expérience patient. Aujourd'hui, c'est largement déployé. Tous les ans, d'ailleurs, on est obligé, finalement, c'est une loi, de faire un questionnaire de satisfaction auprès des résidents et auprès des familles. Et ça permet vraiment de recueillir à l'avis les attentes des personnes et d'améliorer notre fonctionnement. Voilà ce qu'on est chargé de faire, c'est de travailler ensemble sur l'amélioration des pratiques et en fait recueillir l'avis écrit du résident. Ça permet d'enrichir notre réflexion et de partir réellement du terrain. Donc, il y a ces questionnaires de satisfaction, ces questionnaires expérience patient. On peut même en faire des spécifiques, des voulants. Tu as parlé tout à l'heure des questionnaires à linge, où on avait vu, on a testé une problématique finalement, et on a choisi de faire un questionnaire spécifique pour vraiment déceler précisément ce qui allait moins bien et comment progresser. Après, tu disais aussi, ces questionnaires, finalement, même dans l'analyse qu'on fait maintenant, on inclut le résident.
qui sont présentés en CVS, et vous avez même fait l'analyse avec eux, vous avez élaboré le plan d'action avec les résidents, vous leur avez demandé comment progresser, ce qu'ils en pensaient, comment l'EHPAD pouvait faire progresser les pratiques. Donc je trouve que c'est une belle avancée. Avec les questionnaires de satisfaction, c'était les premières choses qui ont été mises en place. Après, vous avez mis d'autres choses en place, plein de petites choses en fait, qui permettent de recueillir les attentes et les besoins de la personne. Ça, c'est mis en place sur l'ensemble du GAP. Les boîtes à expression. Dans les halls d'entrée, vous avez la petite boîte et chacun est libre de s'exprimer. Il y en a qui sont à l'aise à l'oral, qui vont participer à vos groupes, et il y en a qui sont moins à l'aise à l'oral. On laisse la possibilité à chacun de venir mettre son bout de papier, son idée dans la boîte à expression, qui est recueillie et qui va alimenter notamment les discussions en CVS. Après, notamment pour l'autodétermination soignante, notamment au CHT, on a mis le PAX qui est sur tous les ordinateurs, ce qui fait que finalement, chaque agent est au courant de l'amélioration à apporter. Donc là aussi, ça va lui permettre, lui, en tant qu'agent, de se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour atteindre un critère, comment je vais pouvoir aider. Et donc, ça, nous aussi, ça va nourrir notre PAX. Et là aussi, ça favorise l'autodétermination soignante. Tout à fait. Là, dernièrement, pour citer un autre exemple qui a été mis en place, le formulaire plainte et réclamation. Je veux dire, maintenant, on traite de façon courante les plaintes et les réclamations, ça passe en CVS. Là, vous avez mis un document dans l'entrée accessible à tous pour faciliter ce recueil des réclamations. Je pense que ça fonctionne, ça remonte. Et en plus, vous êtes adapté, vous avez fait ça en FALC, avec des images pour que chacun puisse répondre et participer à l'amélioration continue de la qualité. Donc, il y a ça. La qualité, c'est aussi faire des évaluations de pratiques professionnelles, des EPP ou des audits. Et dans les audits, on a intégré aussi la place de l'avis, des préférences du résident. Dans les critères, en fait, on va mettre en place, par exemple, un audit sur la traçabilité dans le dossier. On va vérifier les bonnes pratiques de la HAS dans le dossier du patient. On a mis des items. Est-ce que les besoins de la personne ont été recueillis? Est-ce que ses volontés sont bien tracées dans le dossier? Qu'est-ce qui a été fait derrière? En fait, le rôle de la qualité, ça va être de donner des outils pour vérifier que cette autodétermination est bien en place dans les services. Et justement, après rôle manager, c'est oui, en effet, peut-être que là, au niveau critères qualité, on n'est pas au top, il y a des choses à faire. Et nous, là, on va se retourner vers nos équipes et vers les résidents et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'ai un exemple tout à fait tracé parce que je vois mon idée qui est en face de moi. Et on a fait des audits de dossiers, on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts en termes de qualité, qu'il manquait des éléments. Et donc, elle est venue vers moi, elle a dit, si on pouvait faire une liste, quelque chose de très structuré pour que tous on ait un moyen de repère, etc. Donc là, on va travailler ce projet-là pour dire, oui, voilà, les critères obligatoires, c'est ça, 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 et en tout cas d'avoir quelque chose de listé. Et c'est ça aussi l'autodétermination soignante, c'est revenir les attentes des agents, c'est qu'on les aide à avancer, c'est surtout ça qui est important. Ils sont demandeurs en réalité. Si on sait les écouter, ils sont demandeurs, et puis ils ont souvent les solutions, surtout. C'est vrai qu'il y a une belle participation maintenant des professionnels. Et après, on leur donne aussi des outils pour s'interroger. Je pense à l'EPP bientraitance qui a été mise en place. Finalement, ça pousse la réflexion du soignant sur ses pratiques avec derrière les recommandations de la HAS. Enfin, voilà, ça aussi, c'est un autre outil de management qui permet d'aller vers l'autodétermination. Donc voilà, par les audits. Je pense qu'on le fait un peu tous, on va aussi utiliser beaucoup les outils Google Clap, les choses comme ça, où justement ça libère la parole des soignants, mais sans être en face à face. On peut dire des choses sans finalement être en face du cadre. Et puis de toute manière, nous faisons fonction, notre bureau est toujours ouvert aussi, hein, ça y a pas de souci, on est toujours disponible et voilà. Et puis on adore aussi quand ils viennent nous voir et qu'ils viennent nous dire il faudrait qu'on fasse autrement. Je trouve que là c'est oui, et puis on suit quand même leur projet. Là, un exemple de cette semaine, c'est que les résidents, 11 résidents du Pôle handicap sont partis en transfert en Bretagne pendant 5 jours, suite à des retours de projets d'accompagnement personnalisé. Donc les éducateurs ont travaillé depuis le mois de mars, on a travaillé en collaboration avec la direction pour pouvoir réaliser ce projet et pour que les résidents puissent partir en Bretagne. Donc, sur le thème compter les gens, donc à Brocéliande, voilà. Avec néanmoins des garde-fous, c'était quand même ça, parce que effectivement l'autodétermination, c'est pas le libre arbitre et on fait comme on veut et à notre sauce. On apporte aussi, et notamment dans cet exemple, tous les éléments qu'il fallait pour garantir la sécurité
de l'établissement dans lequel ils allaient se rendre. Voilà. Je vais donner la parole maintenant à vous, Michael Abrassard, voilà, parce que vous faites partie du CVS et tout le monde vous appelle Michael, et j'ai pris ce défaut aussi. Michael, est-ce que vous voulez bien témoigner de l'accompagnement des professionnels On fait des réunions le vendredi. On demande aux besoins des résidents ce qu'ils veulent pas. On en parle en CVS. On fait aussi pas mal de trucs d'activités, comme le développement durable, le vivre en communauté, tâches ménagères, du sport. Octobre Rose. On fait aussi musique, qu'on va faire avec Timothée à Octobre Rose. On a même un groupe de musique, on a une équipe de foot. Et là, vous participez au CVS. Et je participe au CVS aussi, ça va faire 4-5 ans maintenant. Et on demande des trucs aux besoins des résidents. Ce qu'ils veulent changer au quotidien ou pas. Ça se passe comment le CVS? On fait des réunions le vendredi, et puis demander ce qu'ils veulent, on l'écrit, puis on en parle en CVS. Comment ça se passe le CVS? Très bien. Comment ça se déroule le CVS? Expliquez un petit peu. On parle des activités, la bientraitance, par rapport aux médicaments, la vie des familles, si on veut être en famille, si on veut partir en famille ou quoi. Et alors, aujourd'hui, vous êtes élu au CVS. Vous savez qu'il va y avoir des élections. Et je me représente. Voilà. Et vous-même, alors, vous pouvez rester comme ça. Alors, comment ça se passe, vous? Moi, ça va faire 30 ans que je suis surprenant. J'ai été avec Michael et avant à la patrie. Donc, bon, c'était la vie d'activité. Au début, on faisait des voyages tous les ans, une semaine, on partait avec un car en une semaine. Je me souviens, on a dû arrêter parce que ça devenait trop cher, parce qu'on prenait le car pour une semaine. Et on a eu la chance, deux fois la chance d'aller en Corse, en avion. Et donc, après, se sont mis en place des réunions. Ça a commencé avec les commissions de mairie. Donc là, j'y étais. J'ai essayé de recueillir toutes les réclamations que voulaient les gens. Et donc, j'en parlais à la réunion. On échangeait comme ça. Puis après, il y a eu le comité d'animation, le conseil social. Donc, et puis, quelques années de ça, ma référente et puis voilà, on s'est mis d'accord pour partir en vacances. Et donc, je suis parti la première fois, je suis parti une semaine au Mont-Ventoux. Et là, il y a l'année dernière, au mois de juillet-août, enfin, début août, jusqu'au 23, je suis allé en Bretagne. Pas avec le transfert, avec les vacances adaptées. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, les réunions auxquelles vous participez? Vous vous sentez entendu? Oui, très bien. Et je vais en vacances aussi tous les ans. Vous vous sentez entendu? Oui. Vous faites un retour aux autres? Oui, on en reparle quand on fait notre réunion, quand on a fait les CVS, quand on a reparlé, on a fait des retours. Vous faites des retours, voilà. Des préparations et des retours. Vous vous sentez entendu par les professionnels? Les professionnels vous soutiennent? Ouais. Et depuis, vous dites, ça fait très longtemps que vous êtes au foyer. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'accompagnement? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
plus d'écoute, Oui. de dialogue, et on peut bouger un peu plus. On peut bouger un peu plus. Voilà. Plus d'écoute et plus de dialogue. Vous sentez plus écouté, plus entendu. Il y a une place qui est réelle. Je ne dis pas qu'il y a jamais de gars, mais c'est plus facile maintenant. C'est plus facile maintenant. Bon, c'est quand même des témoignages fort intéressants. Hein. Donc effectivement, l'accompagnement des professionnels avec des formations adéquates, pour permettre un pouvoir d'agir des résidents. Oui. J'ajouterais qu'on a un psychologue On peut y parler de psychologue qui va pourquoi. Un psychologue qui a sa juste place. On parle de nous. Oui. De nous surtout. C'est bien. De nous. Sur différentes époques. Je vous remercie. Donc, Madame Berthezen, vous êtes... Oui, je suis là. Oui, Je est-ce que vous avez écoutais. des choses à ajouter, Madame Berthezen? Écoutez, je vous écoutais, je me disais que vous étiez très très ancrés déjà dans les projets. Attends, je vais mettre ma caméra, c'est pas très poli, j'avais pas fait attention. Vous êtes déjà très très ancrés dans divers projets qui favorisent le pouvoir d'agir à la fois des usagers et des professionnels de multiples manières. J'ai évidemment pas beaucoup à ajouter sur ce sujet, sinon que j'organise le 11 décembre un colloque qui rassemble professionnels et universitaires. C'est suffisamment rare pour être souligné. Tout ce que j'ai entendu ici mériterait d'être rapporté à Paris auprès du plus grand nombre. Donc si vous pouviez vous rassembler pour représenter le groupe hospitalier dans ces différentes dimensions pour discuter de vos différentes initiatives, et ben évidemment vous êtes les bienvenus. Je vous écrirai pour vous donner toutes les informations naturellement. Écoutez, un grand merci, c'est entendu. Avec Madame Vincent, on va relayer et puis essayer de répondre à votre demande avec un honneur pour nous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Merci à vous. Bonjour Sandra. Bonjour, est-ce que c'est Gérard Abraham? Oui. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Je vous vois un tout petit peu de profil. Et encore merci pour votre invitation, Gérard. Bonjour, merci encore d'avoir accepté l'invitation et merci pour votre intervention. Effectivement, oui, le 11 décembre, ça va être une grande journée au CNAM à Paris. Écoutez, je suis ravi aussi de pouvoir participer avec le canton hospitalier d'Artois-Terre. Voilà. J'espère que cet après-midi a été riche pour vous en informations et en découvertes. Pour nous, c'était un bénéfice énorme de vous avoir aujourd'hui, même en visio. Encore merci. C'est moi qui vous remercie. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Gérard Abraham intervient dans nos cours. Il intervient dans les cours liés à la démocratie en santé auprès de nos aînés. Et il nous apporte son soutien précieux pour que les plus jeunes s'emparent de ces questions-là. Voilà. Merci, Monsieur Abraham, et merci, Madame. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Salut les followers. Bon là je suis dans ma chambre quoi. Voilà, sympa, ça c'est mon poster de ma famille. Voilà, il y en a qui sont morts. Là je vais aller vous faire une choré TikTok. Donc voilà, c'est parti, ouais.
remarqué que j'ai mis du highlighter sous mes yeux? Ça, c'est ce qui fait du sunshine. Lydie! Papa, t'es sérieux? Bye, ciao. Putain, t'as pas vu l'éponge sur la porte, papa? Putain, côté rouge, vas-y, côté rouge. Pourquoi côté rouge? Bah, côté rouge, là, j'étais en plein live, là, je me suis tapé la honte. Attends, Faut jamais côté croire rouge, que je côté rouge, tiens, bon, voilà, côté vert, comme ça, voilà. Ah bah là, franchement, ça c'est... Alors ça, c'est carrément dictatorial. C'est pas du tout moi qui ai décidé de mettre le côté vert, là. Ok, écoute, ma puce, il faut que t'arrêtes, là. C'est quoi ce bordel, ici, là? On est en Qu'est-ce qu'il y a? pleine crise sanitaire, hein, je te jure. Mais non, mais parce que c'est là, mes affaires, tu vois, elles traînent. C'est parce que je suis rentrée du sport hier, elles sont là. Ouais, bah écoute, là, il faut que les choses, elles changent. Voilà, je suis venu voir parce que je commence à avoir marre de cette musique qui va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Ah bah alors là, si on parle de changement, je suis grave d'accord, papa. Moi, tu vois, là, je vais te faire une demande. C'est que je souhaite plus de démocratie en famille. Ça tombe super bien. Parce que justement, je voulais t'en parler. Je suis venu pour ça parce que moi, je sors là d'une formation au CNAM. Ouais. Avec Abraham. Ouais. Et là, je te prie, écoute-moi bien, il faut qu'on sorte là vraiment du constructivisme, du paradigme, du fait de ta nature intrinsèque et du positivisme, du fait des fondements historiques du bordel de ta chambre. Ouais, mais je suis grave d'accord, papa. T'es grave d'accord? Ah ouais, tu vois, là, je me dis, toi, t'es un peu... tu vois, en fait, il faudrait plus de bureaucratie flexible, tu vois, dans notre rapport. Je trouve, tu devrais t'inspirer un peu des pompiers états-uniens, tu vois. Ouais. Tu vois, les pompiers, c'est comme hyper rigide, tu vois, c'est un peu bam, bam, bam. Tu vois, toi, t'es un peu comme ça, papa. Bah, en fait, il faut t'appuyer sur tes forces de ta bureaucratie un petit peu trop carré. Ouais. Mais en même temps, savoir t'en extraire, tu vois, pour gagner un petit peu en souplesse, tu vois. Ok, je vois surtout qu'il y a le bordel dans ta chambre, là c'est n'importe quoi. Et je suis pas sûr que tu sois capable de faire ta vie toute seule en fait. Tu vois? Non, moi je te dirige depuis, enfin je te dirige, je t'éduque, enfin je te conseille depuis tout le temps, je suis pas sûr que tu y arrives toute seule. Ok, papa, en fait, moi, ce dont j'ai besoin, tu vois, c'est un futur attirant. J'ai besoin d'un projet ambitieux, et en fait, moi, je voudrais déménager dans le sud. Dans le sud de quoi? Dans le sud de la Vénois. Dans le sud de... Ouais. Pourquoi vas-y, pourquoi tu irais dans le Pourquoi? sud? Bah papa, enfin c'est évident, wesh, tout le monde le dit. Bah parce qu'il y a de la neige et du fromage. Dans le sud de la Vénois, Ah ouais, je peux te dire que je tiens ça de source sûre, une nana que je suis sur Insta, elle l'a dit. Donc moi tu vois, en fait, si tu veux, c'est un petit peu comme si je voyais passer le train de ma vie et j'ai envie de monter dedans, tu vois. Je comprends très bien. Voilà. Et pour l'instant, c'est moi la locomotive. Là, regarde ça, regarde. Pas à moi ça, hein, papa. Si, c'est à toi, regarde. Voilà, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Regarde. Attends. Bien, attends. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Bah papa, sérieux, c'est gênant hein, si tu veux me parler de ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu vois? Bah je sais pas, je vois une merde de chien qui était étalée, puis maintenant, hein, c'est comme si elle sortait du cul, quoi. Maintenant, elle a changé de forme, quoi. Je vois une merde qui a changé de forme. Moi, tu vois, ce que je vois, c'est le bordel de ta chambre. Et tu vois, ce que je vois, c'est un papier qui est tout froissé, comme toi, et que je dois défroisser, tu vois. Mais t'as raison, et j'ai raison, on a raison tous les deux. Ah ouais. On est dans la merde. Ah ouais, ouais, je comprends. Bon. Je comprends. Je sais que tu as le droit à l'erreur, donc je vais écouter. Comme je sais que je dois être plus souple. Je sais qu'il faut que je sorte de Weber. Tu connais Weber? Non, mais par contre, ça m'effraie que tu sois dans un autre homme. Non! Il faut que je sorte du fonctionnement de Weber. Regarde, je t'ai ramené des cartes. Celle-là, il y en a un qui a suivi. Je t'ai ramené des cartes. Ouais. Bon, voilà. Est-ce que tu vas être capable, regarde, de savoir de te lever toute seule, de faire ta toilette toute seule, de te laver toute seule? Excuse-moi, mais ça, je le fais, papa, en fait. Mais c'est parce que toi, tu crois que t'es indispensable. Des fois, tu te dis, si moi, je suis pas là, elle y arrivera pas. Mais en vrai, est-ce que tu changes de lunettes parfois? Tu te dis, bah, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait pu le faire sans moi? Bah ouais, peut-être. Tu vois? C'est qu'en fait, moi, il y a des trucs, je me dis, je te dis pas, parce que j'ai l'impression que tu pourras pas les comprendre. Je pense qu'il nous faudrait tous les deux une boîte à expression. Une boîte d'expression? Ouais, carrément, comme ça, en plus, je pourrais faire un formulaire avec des points de réclamation, tu vois? Écoute, et comme quoi, hein, je l'avais bricolé pour toi. Regarde. Tu rigoles. Regarde, tu sais que je suis un bricoleur, moi. Regarde. Regarde, je l'ai bricolé pendant le Covid. Bon, elle se casse la gueule, mais si on la remet bien, hop, 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 tu vois, c'est bien. Bah, c'est cool, papa. Et tu vois, dans cette boîte d'expression, à chaque fois qu'il y en a un ou deux qui c'est bien, on peut parler dedans. Hein, tu vois. Parler dans ta boîte? Ouais. Je voudrais un CVS aussi.
Un conseil de vie salutaire. Eh ben, t'en auras un tous les vendredis. Sans déconner. Ouais, est-ce que t'as envie d'aller en vacances? En Bretagne. Où ça? Bretagne. Avec tes copains? Et des frites. Ah bah. On est en train de créer autre chose en fait, on est en train de créer un autre monde en fait. Bah, tu vois, comme quoi il suffisait de... Un peu d'écoute, Bah ouais, de communiquer, ouais. d'échange, Bah ouais. d'adaptabilité. Ouais, par contre, si tu pouvais sortir maintenant, parce que j'ai un truc à faire avec des potes. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Écoute, je suis tellement content de ça, tu sais. Je trouve qu'on est rentré dans un nouveau mécanisme de structuration. Ça vient du CNAM. Ouais. C'est bien tes formations à Paris. Oui, oui, j'y comprends pas tout, mais c'est bien. D'accord. Ouais. D'ailleurs, il faut que je te laisse parce que là, faut que je prépare les invitations. Eh, tu pourrais pas me faire des invitations pour le 11 décembre? Ah bah, carrément. Ouais, parce qu'on a personne qui veut venir. Ah bah attends, j'ai bricolé. Ah, on va faire une vidéo. Bah tiens, vas-y. Vas-y, bah tu vas te mettre dans Weber. Vas-y. Et puis je vais te filmer. Vas-y. Super. Alors, venez le 11 décembre, il y aura Abraham et il vend ses livres. 1,55 €.